connaissez un peu la région? D'accord. Et vous êtes déjà venu au four ou pas? Déjà. Il y a très longtemps? Ok, super. C'est un anniversaire décliné en forme d'exposition où il a fallu faire des choix, traiter l'histoire avec tel focus sur une période, une manufacture, un nom, des artistes, etc. Et faire des choix aussi sur le caractère contemporain, qui mettre en avant aujourd'hui sur notre territoire, qu'est-ce qu'il reste de la porcelaine de Limoges, et répondre surtout à toutes les questions que nous avons par pratique depuis maintenant de nombreuses années par les visiteurs à l'accueil. Qu'est-ce qui reste à Limoges? Comment ça se passe aujourd'hui? Comment est-ce que l'on cuit? D'où viennent les matières premières, etc. Donc nous sommes face à la vitrine des pièces les plus anciennes, c'est-à-dire la fin du XVIIIe siècle. Donc tout commence en 1771. La manufacture Massier-Grélé-Fournera de la rue Bobillot à Limoges qui devient manufacture royale en 1774. Nous avons sélectionné une pièce bien particulière qui est l'un des premiers essais de grand feu, c'est-à-dire des corps sous émail, à l'époque pour concurrencer les manufactures du nord de la France comme Tournai et Arras, avec ces bleus de cobalt très vifs et très maîtrisés sous la couverte, et mettre à l'honneur également des manufactures et ateliers un peu moins connus, avec des pièces excessivement rares, notamment la manufacture de Lassigny à Saint-Thierry-la-Perche, où on a pu retrouver donc une pertasse décorée d'après des gravures de Buffon, et cette sublime pièce, un petit chef-d'œuvre d'exécution artistique et de rareté dans la forme, puisqu'il s'agit d'une aiguière et son bassin, fait par Étienne Baignol, première famille de grands artistes porcelainiers à Limoges à la toute fin du XVIIIe siècle. Le biscuit, c'est tout de suite reconnaissable effectivement par son aspect rugueux. C'est une porcelaine non émaillée et c'est la façon que nous avons choisi pour traiter ce grand tournant de l'industrialisation au milieu du XIXe siècle, quand des positions s'affirment entre la production de tables ou la production, disons, plus orientée vers les arts décoratifs. Ici, plusieurs manufacturiers sont présentés, essentiellement la manufacture Henri Ardent, qui s'est illustrée sur cette production de biscuits, qui a la volonté de continuer les cuissons au bois malgré l'époque où tout glisse vers le charbon. Et petit à petit, justement, ces productions vont commencer à ancrer l'identité et la qualité de la porcelaine de Limoges, c'est-à-dire par la qualité du blanc, la sélection des meilleurs kaolins, l'épreuve du feu et des cuissons au bois pour éviter un maximum d'oxydation, de points noirs, de taches, et surtout les premières grandes collaborations artistiques de renom qui, grâce à Adrien Duboucher ou d'autres personnages, arrivent dans les ateliers à Limoges ou sont débauchés de leurs ateliers parisiens comme Carrier-Belleuse, Auguste Arnaud et d'autres pour produire des pièces dont l'historicisme fait encore référence pour le XIXe siècle. Ici, on a vraiment toutes les phases du jeu de la porcelaine, si j'ose dire, de la porcelaine utilitaire à la porcelaine d'apparat. Exactement, c'est l'un des choix également de l'exposition, de présenter des manufacturiers qui sont sortis du lot, si je puis dire, et qui maîtrisaient parfaitement des productions artistiques et à la fois des productions d'usage, c'est-à-dire répondre à des marchés qui n'étaient pas là pour être des récompenses quelque part, mais répondre à un besoin et faire vivre un maximum de personnel, et également les enjeux artistiques. La manufacture Guérin symbolise parfaitement cet entre-deux, entre les productions d'usage, justement. On voit des superbes terrines avec des couvertes de grands feux et des qualités de couleurs sous émail assez exceptionnelles. En plus de cette production d'usage, il y a des pièces au pédigré exceptionnel récompensées lors de l'exposition universelle de Paris en 1889, notamment les pièces du service Vague, qui est citée très fréquemment dans les ouvrages de référence, mais dont on ne connaissait jusqu'à présent aucune pièce. Et donc en voici quelques exemplaires.
c'est un constat, un anniversaire également. C'est-à-dire on est le fruit de toute une histoire passée et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui et qu'est-ce qu'il reste à venir. Et à venir, nous avons fait le choix de présenter le nouveau terreau de la céramique locale, c'est-à-dire des jeunes, trentenaires pour la plupart, qui sont implantés ici, qui ont leur atelier ici, qui n'appartiennent pas à une marque ou quoi que ce soit, mais qui sont passionnés de céramique, de porcelaine, d'épreuves de feu, etc., avec leurs univers propres. Et nous avons décidé de les mettre à l'honneur et d'expliquer un petit peu tout leur univers et toute leur démarche. Thomas, la base de ce qui a servi à cette création, elle est on ne peut plus locale. Le fil conducteur du volet contemporain, c'est la terre. Nous sommes aujourd'hui en plein retournement de conscience sur la qualité de nos produits consommés, extraits, exportés, etc. On parle de circuit court. Nous avons voulu l'appliquer à la porcelaine. On ne peut pas faire plus circuit court que les création contemporaine de l'Expo, puisqu'on est allé chercher nous-mêmes les kaolins, les feldspaths et les quartz sur le territoire de la Haute-Vienne, ce qui ne se fait plus depuis des décennies. Toutes ces matières premières ont été gracieusement traitées par l'entreprise Imeris, partenaire de l'exposition, et tous les créateurs, artistes, ont pu bénéficier donc de ces terres locales pour ensuite exercer leur savoir-faire, leurs compétences, leurs univers pour produire des pièces exprès pour l'expo.